Les vraies voix, Frédéric Brindel. Il est 17h30, voici votre premier débat dans Les vraies voix. Les vraies voix avec ce soir Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul qui sont avec nous. C'est très bien parti, vous l'avez compris, c'est très passionné et nous allons rester dans le domaine de la politique. Le temps de parole change depuis aujourd'hui. Jusqu'à présent, il y avait une équité de présence dans les médias en fonction du poids du candidat, d'une certaine manière, pour faire simple. Aujourd'hui, le pourcentage du temps de parole se fait précisément sans aucune référence au pourcentage qu'il y a dans les débats. C'est tout simplement une équité totale demandée par l'Arcom. Il y a 12 candidats. Les 12 candidats vont s'exprimer de la même manière. Nous posons la question, est-ce que, du coup, les petits candidats servent la campagne présidentielle, puisque peut-être ils peuvent intéresser moins, puisque peut-être le contenu est un peu moins adapté à ce qu'on attend d'un président de la République? Autant de questions qu'on pose. Oui ou non? Nous posons la contradiction et nous accueillons Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF à Sciences Po. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous. Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe Deveul vous poseront des questions. Mais déjà, un premier petit test à vous tous. Les petits candidats, ils ont quand même marqué l'histoire. Écoutez ce monsieur, de qui s'agit-il? Il faut d'abord voir que si c'est effectivement dans le seul but d'assurer une meilleure sécurité routière, tout à fait d'accord. Si c'est pour organiser le racket permanent des automobilistes, là je suis un peu plus mesuré. Alors c'était qui? Vous vous souvenez? Ce serait... c'est pas un Nicolas Miguet, quelqu'un comme ça. Non, il n'a jamais réussi. Non, c'était Frédéric Nious. Frédéric Nious, chasse, pêche, nature et tradition. Ça a vachement marqué d'ailleurs. Voilà. On s'en souvient tous. Voilà, nous sommes dans le débat. Mais nous, Arlette. Et lui, c'est qui? On doit vivre, je pense, avec une place de cinéma et voir comment on règle cette TVA. La TVA, elle a très mauvaise réputation, mais c'est aussi un outil. Vous voulez l'augmenter alors? Parce que pour protéger à la fois notre industrie nationale, alors, et aussi... c'est incroyable parce que là, c'est un candidat 2012-2017. Bruno Cotresse, vous avez reconnu ou pas? Jean Lassalle jeune. Non, c'est Jacques Cheminade. Pour l'instant, alors, Solidarité et Progrès, et je le répète, qui était présent en 2012-2017. Les deux dernières élections. Ouais. Allez, cadeau, c'était demandé, vous l'avez, la plus grande des petites candidates. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Voilà. Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée, mais je suis fière d'être ceux qui travaillent de leurs mains et qui ne vivent que du produit de leur travail personnel sans exploiter personne. Arlette Laguillet. Iconique en fait. Oui, finalement. Alors, ça pose, Bruno Cotresse, la question, sont-ils là pour faire avancer le débat? Marquent-ils le débat? Servent-ils finalement? Quel est votre point de vue? L'élection présidentielle permet non seulement de choisir le futur chef de l'État, mais elle permet aussi l'expression des différents courants de la vie politique, les courants de l'opinion publique. Et c'est vrai que pour ces petits courants de l'opinion publique, l'élection présidentielle, ils ont tout à gagner à être présents dans cette élection. Il y a une seule circonscription, la France, ce qui fait qu'on peut candidater même si on n'a pas beaucoup de moyens. Et puis il y a cette fameuse équité puis égalité du temps de parole qui permet à ces courants d'opinion, avec leurs représentants, tous les 5 ans de vivre un grand moment. Du point de vue du fonctionnement démocratique, c'est pas mal. C'est la soupape de sécurité qui permet à tous les courants de l'opinion de se sentir traités à égalité et de se sentir, de pouvoir être écoutés par les Français. Donc c'est vrai que du point de vue du fonctionnement démocratique, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ça c'est un premier point. Alors, petit tour de table, Philippe Bilger, réaction et questions. Je pourrais me contenter de dire que ces petits candidats ont eu leurs 500 parrainages et que donc il n'y a aucune raison pour qu'on discute leur présence. Mais j'irai un petit peu plus loin. Je suis persuadé que parmi ces petits candidats, il y a parfois des paradoxes, des incongruités, des choses surprenantes, provocatrices qui sont formulées et qui donc participent même modestement au débat public. Et pour résumer un peu ma pensée, je préfère un pluralisme
erratique à un pluralisme sélectionné. Je préfère un vrai débat politique au débat engagé par Emmanuel Macron à Saint-Germain-en-Laye ou à Pau. Je veux dire, je veux que le citoyen, il a le droit d'avoir devant soi une image collective qui n'a pas été tripatouillée, si vous m'autorisez cette familiarité. Alors allons même plus loin, il y a eu ce grand débat qui était organisé par nos confrères de TF1, dans lequel les 4, entre guillemets, petits candidats n'ont pas été invités. Donc, rappelons-le, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Ça, quand vous évoquez les courants de l'opinion, Bruno Cotresse, on se dit que c'est un peu surprenant, leur non-présence. Mais en même temps, l'argument de dire 12, ça fait beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup 12, mais il faudrait peut-être aussi organiser les modalités pratiques de ces débats différemment. Ils ont effectivement voix au chapitre et pourquoi ne pas les faire dialoguer avec les principaux candidats. Et c'est vrai que ça peut donner à entretenir même l'illusion chez certains électeurs qu'il y a une vie politique de première classe, de deuxième classe, de troisième classe. Ça va pas effectivement au moment des élections. Donc ça serait peut-être à réfléchir du côté des modalités d'organisation des débats, et permettre à ces petits candidats, entre guillemets, de dialoguer avec les grands candidats. Il y a un candidat, par exemple, chez qui ça peut être vraiment intéressant qu'il participe au débat. Ce sont les candidats qui sont, par exemple, sur des thèmes très importants dans cette présidentielle. Si je prends le cas de Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai que lui, ces thèmes sont omniprésents dans cette campagne présidentielle. Si je prends le cas de Philippe Poutou, de Nathalie Arthaud, c'est vrai que le thème de la justice sociale, de la redistribution des riches, c'est effectivement aussi dans l'ordre des préoccupations des Français. Donc c'est vrai que dans l'idéal, ça serait bien qu'ils puissent en direct dialoguer avec les grands candidats, entre guillemets. Et avant de donner la parole à Françoise Degois, sachez que la consultation Sud Radio sur Twitter, donc les petits candidats servent-ils à la campagne présidentielle? Vous êtes 48% à dire non et 52% à dire oui. Françoise Degois. Moi, je suis à fond pour la participation de tout le monde. À partir du moment où on a mis un critère de sélection aussi dur, parce qu'on a bien vu la difficulté, et c'était pas du chiquet cette fois-ci, pour atteindre les 500 parrainages. Voilà, on est une grande nation. La démocratie, elle est assez solide pour se permettre d'avoir 12, 15, même 20 candidats. Elle est solide, notre démocratie. Alors, je veux bien qu'il y ait une écume des vagues et des vagues assez fortes, mais le fond de la démocratie, les Français aiment le débat politique, les Français écoutent les débats politiques, pas simplement les débats des stars. Quand vous êtes un candidat, il y a 47 millions d'inscrits, je crois, sur les listes électorales, ok ? Quand vous êtes un candidat, même quand vous faites 1%, mais vous parlez quand même à 400 000 personnes. Mais c'est beaucoup, 400 000 personnes. Je veux dire par là que à 100%, la démocratie ne se découpe pas en morceaux pour moi, pas plus que, comment dirais-je, la liberté d'expression, contrairement à certains qui veulent la découper, qui défendent Charlie, mais qui défendent aussi l'interdiction de RT France, par exemple. Eh bien moi, je suis à fond pour que tous les candidats aient voix au chapitre, vivent l'égalité totale, absolument, vive l'égalité totale. Bruno Cotresse, ça serait possible 20 candidats comme ne s'en offusque pas François. On voit bien que si on montait à un niveau très 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 important de candidats, il faudrait organiser des sous-débats ou quelque chose comme ça. Donc, ça non, mais je disais 20, vous arrêtez pas à 20. Je disais qu'il faut vraiment accepter l'augure vraiment du débat absolu. Je pense aussi, comme Françoise Degois, qu'il faut accepter la règle du jeu. C'est vrai que la condition des 500 parrainages, elle est quand même extrêmement difficile à réunir. Un certain nombre de ces candidats représentent des courants de pensée qui existent de manière un peu plus approfondie dans des élections locales. Il y a des conseils municipaux dans lesquels il y a des conseillers municipaux du NPA, par exemple, si je prends le cas de Philippe Poutou qui viennent de lutte ouvrière, si je prends le cas de Nathalie Arthaud. Donc c'est vrai que ce sont des courants de pensée qui ont voix au chapitre, et c'est vrai que le fait de les mettre à égalité du point de vue du temps de parole, c'est quand même pas mal. Alors évidemment,
ça va être sans lendemain, c'est-à-dire que dès que l'élection présidentielle va être passée, on reviendra à nouveau à peu de ces petits candidats qui n'ont pas beaucoup de temps d'antenne, ça c'est sûr. Bon, il s'est passé d'ailleurs quelque chose d'assez surprenant, parce que je reviens au débat de TF1 avec les 4 non-invités. Eh bien, il se trouve que l'un des 4, en l'occurrence Jean Lassalle, était à l'époque dans les sondages au même niveau que l'une des invitées, Anne Hidalgo. Philippe Deveul. Oui. Mais j'aimerais revenir sur une chose, sur la pluralité de ces petits candidats. Il faut savoir qu'en France, sur 67 millions, une république de 67 millions d'habitants, il y a 150 000 personnes qui aimeraient devenir président de la République. Sur ces 150 000, évidemment, il y a des sélections, il y a des opportunités. Il y en a plein qui auraient pensé être candidats à cette élection et qui ne l'ont pas été du fait du jeu des primaires dans certains partis. Mais au final, il y a une très très haute sélection pour se présenter à la fonction suprême, ce qui est le privilège de la République. Si je devais définir la République, c'est que n'importe quel citoyen peut devenir chef de l'État. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai vraiment du respect pour les 12. Exactement, donc ils arrivent à une forme. Après, il faut affiner, parce qu'à la marge, il y a des candidats, on est toujours étonné qu'ils fassent peu, compte tenu de leur engagement, de leur positionnement. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, qui a eu un véritable rôle d'opposant, qu'on soit de droite ou de gauche, il est quand même très actif, il parle beaucoup à l'Assemblée, il est très actif sur les réseaux sociaux, etc. Il arrive à 2%. Jean Lassalle, que j'aime bien aussi, il est à 2%. Ça fait 1 million de gens quand même. Non, mais je veux dire, tu vois, quand on le rapporte en termes de voix, c'est quand même important. Et puis les extrêmes de gauche, c'est 2 extrêmes. D'ailleurs, je vois pas trop la différence entre Artaud et Poutou, quelque part. Elle existe, elle existe, mais elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Donc, elle est assez facile à comprendre. Il y a 2 trotskistes. Il y en a un qui est complètement dans le communisme, avec l'égalité totale, et on ne dépasse pas, c'est Artaud. Et puis l'autre qui est plus dans l'anarchie, avec l'ouverture à tout le monde. Révolutionnaire. Oui, d'accord. Poutou, il est révolutionnaire. On va t'expliquer. On va te faire. Merci Frédéric de cet excellent cours. Simplement, lui, il croit qu'au rapport de force créé par la rue, par le mouvement de masse. Alors pour qu'il se présente, il faut qu'il aille dans la rue. Mais écoute, moi encore une fois, c'est pas ma cam, pas plus que Marine Le Pen n'est ma cam, mais écoute, voilà, ce pays est merveilleux, il est capable d'encaisser tous ces débats, de l'extrême gauche à l'extrême droite. D'accord, ils ont la possibilité, c'est ce qui fait qu'on est dans une république et dans une démocratie en trompe-l'œil, parce que je pense pas qu'on soit la démocratie parfaite. Non, je suis d'accord. On l'a bien vu avec le référendum rejeté, du rejet de la Constitution de Lisbonne en 2005, qui a été repris par le Congrès en 2008. On finance les partis politiques aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on pourrait revoir, mais je crois malheureusement qu'on est dans la fin d'un cycle politique, et que là, ces 12 candidats représentent le substrat des privilégiés qui peuvent, parce que même s'ils font 1%, ils sont privilégiés parce qu'ils ont un temps de parole au même titre qu'un candidat qui a une chance d'être élu. C'est ça finalement, Bruno Cotresse. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que politologue, je le rappelle, chercheur au CNRS, au CEVIPOF, qu'est-ce que vous proposez? Parce que aujourd'hui, les chaînes de télévision, les radios, c'est le cas aussi sur Sud Radio, nous posons la question de comment faire pour que les 12 aient le même temps d'antenne dans les mêmes créneaux horaires. C'est très compliqué. Impossible. C'est très compliqué, c'est sans doute très difficile, et ça vous met une pression très forte sur les épaules, les différents médias, effectivement. Dans le même temps, si on laissait aller les choses à leur pente naturelle, c'est vrai que sans aucun doute, les meilleurs moments dans la journée seraient sans doute réservés aux principaux candidats, et c'est vrai que ça va à un moment donné introduire un principe d'inégalité face à la compétition électorale. Donc tout ce qui peut être fait pour rebattre les cartes, rendre la compétition électorale aux yeux des électeurs, n'oublions pas, aux yeux des électeurs, comme la plus légitime, la plus transparente et celle qui rend justice aux différents courants de pensée, eh bien mieux on s'en porte en termes de légitimité démocratique de l'élection. Parce que il y a l'élection, mais il y a le lendemain de l'élection. Et le lendemain de l'élection, il ne s'agit pas que certains disent cette élection a été truquée, cette élection ne s'est pas déroulée selon des règles du jeu égales. Bruno Cotresse, avant de nous quitter, parce que vous devez nous quitter, mais justement Philippe Bilger veut intervenir. Je voudrais poser une question à Bruno. Ça n'est pas que je veuille introduire à tout prix une contradiction, mais est-ce qu'on ne pourrait pas discuter en profondeur, Bruno, la participation de certains de ces petits candidats dans la mesure où le message ne s'adresse qu'à une partie de la France? C'est-à-dire que quand j'entends Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, aussi estimables que soit leur personnalité, il est clair qu'ils excluent
de leur programme une partie de la France, tandis que les autres candidats, au moins apparemment, s'adressent à l'ensemble de la communauté nationale. Quand j'entends Nathalie Arthaud, il y a une part de la société qui n'a pas voix au chapitre. Mais c'est peut-être très discutable ce que je dis. Oui, parce que quand on entend Éric Zemmour, il y a une partie qui n'a pas droit au chapitre non plus, tu vois. Donc, Bruno Cotresse vous répond. Bruno Cotresse vous répond. Si vous regardez la géographie électorale, vous voyez aussi que les candidats ils campent dans certains territoires extrêmement spécifiques. Prenons par exemple la carte électorale du vote Philippe de Villiers en 1995. Au fond, c'est simple, c'est la Vendée. C'est sa région d'origine. Voilà, fondamentalement. Donc, ou la géographie électorale, on voit que tous les candidats s'adressent plus particulièrement à certains segments, mais c'est vrai que sur les petits candidats, eux, ils s'adressent presque exclusivement à certains segments de la population. Bruno Cotresse, je sais que nous devons vous libérer. Merci d'être intervenu sur Sud Radio, de nous avoir éclairé. Le débat continue parce qu'on a quand même plein de choses à dire. Merci encore Bruno Cotresse. Françoise de Gois, finalement, est-ce que l'histoire du petit candidat ne vient finalement pas du fait que ce candidat ne s'adresse pas à tout le monde ? Non, il vient de ce que j'appelle moi la maladie des sondages. Vous savez, je pense que nous sommes de plus en plus dans une démocratie sondagière, que nous en sommes à... Mais Philippe Bilger, je suis sûr, ne sera pas sera d'accord avec moi. Nous en sommes à cette folie, cette forme de sophisme qui dit il va gagner puisqu'il va gagner. Et il va perdre puisqu'il va perdre. Vous comprenez ? Les sondages, c'est ça que ça induit. Et c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire ça s'enchaîne. Exactement, voilà. Il va gagner puisqu'il va gagner. Puisqu'il va gagner, il va gagner. Vous comprenez ? C'est absolument malsain. C'est absolument, comment dirais-je, moi je me bats depuis des années contre ça parce que ça influe sur nos commentaires. Les vôtres, les miens, ceux de Philippe Bilger, forcément. C'est plus facile d'aller chercher un sondage et d'en tirer des analyses. Sauf que ça fait des années qu'on se plante absolument tous. Je peux retricoter tout ce que nous avions tricoté sur Marine Le Pen aller prendre 5 régions et puis rien du tout. Donc ça veut dire que on est dans une déviance, je le dis vraiment, une déviance sondagière, et c'est pour ça que les petits candidats, pour moi il n'y a pas de petits candidats, et je le dis vraiment de tout mon cœur. Je pense que moi j'aime tellement la politique, mais je suis très française là-dessus, comme nous tous ici. Ça me gêne pas d'écouter Philippe Poutou pendant une demi-heure. Je ne supporte pas Éric Zemmour, c'est insupportable pour moi l'idée même qu'il puisse être au second tour. J'ai écouté tout son meeting du Trocadéro parce que je trouve ça... les Verts, c'est très compliqué. Je suis assez éruptive en ce qui concerne les Verts. J'ai regardé Yannick Jadot. C'est pas par profession. C'est parce que ça m'intéresse. Et je pense que nous sommes quelques millions comme ça. Donc le concept du petit candidat m'ennuie. Et ce serait à l'honneur des grandes chaînes d'être capable d'organiser des vrais débats avec l'ensemble des 12, 13 ou 14 candidats. Ils avaient réussi à le faire. Ça avait été fait en 2017. Mars 2017. Bien et ça sûr. n'est pas fait cette année. Et je le regrette profondément. Et c'est à cause du président Macron, finalement. Mais non, pas le fait qu'il y ait... C'est parce qu'il refuse un débat à 12. Non, mais je suis d'accord, Frédéric, avec ce que vous dites, mais le fait qu'il y ait que 8 participants sur 12, ce n'est pas le fait d'Emmanuel Macron, c'est le fait de la décision de la chaîne. Ouais. Quitte à aller loin, et pas de la chaîne d'ailleurs, la chaîne se retranche derrière l'Arcom, anciennement CSA. Mais quitte à aller tard dans la nuit dans un débat, allons-y. Qu'est-ce que ça peut faire 4 de plus? C'est pour ça que je pense que tout a dysfonctionné cette année dans la présidentielle. Les événements étaient contre le politique, mais il n'y a pas que les événements. Tout a été à volo, tout a dysfonctionné. Il faudra vraiment que nous asseyions tous sur un coin de table pour nous dire qu'est-ce qui nous est arrivé dans la couverture de cette présidentielle, dans le traitement de cette présidentielle. C'est, pour moi, le vrai naufrage, en fait, il est là. Le naufrage démocratique, c'est la République sondagière, l'inertie médiatique sur cette campagne et, comment dirais-je, effectivement, ce caractère binaire qui consiste à dire soit vous êtes progressiste, soit vous êtes des archaïstes, obscurantistes, tout ce qu'a imprimé Emmanuel Macron dans sa médiocrité depuis 5 ans maintenant. En tout cas, je suis assez content de ce débat à titre personnel parce que vous avez été très partagé, on le rappelle 52-48, on vous donnera l'évolution, mais effectivement ce n'est pas une évidence vu les contraintes actuelles de la totale équité de parole entre les 12 candidats. La politique, on y revient tout de suite.